Donc bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cet événement en ligne, consacré aux femmes et à leur rapport à la lecture. Je suis Irina Vassileva, lectrice passionnée. Je travaille avec ma voix, je chante, j'écris aussi un petit peu et je fais des lectures à voix haute, parfois accompagnée de musiciens. Je lis certains de mes textes, mais aussi, des textes d'autres auteurs et la lecture en images que je vous propose aujourd'hui est inspirée de l'ouvrage de Laura Adler et Stéphane Bollmann, qui s'intitule «Les femmes qui lisent sont dangereuses» et vous allez entendre donc des extraits, qui retracent la relation entre les femmes et les livres en Occident depuis le Moyen Âge et jusqu'à l'époque contemporaine. Et vous verrez également des images qui s'afficheront à l'écran et qui seront commentées. Et donc, je vous souhaite, une bonne écoute et un bon visionnage et à tout à l'heure peut-être pour échanger ensemble, à la fin de cette lecture. D'abord, il y a ses mains repliées sur elles-mêmes, portant l'objet comme s'il était sacré. On sent le corps tout entier concentré. Les muscles, mais aussi l'intérieur, ce qu'il y a derrière la surface de la peau, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui ne concerne que nous, ce qui ne peut pas ou ne veut pas forcément se dire. Nous, les femmes, et eux, les livres. Car les livres ne sont pas des objets comme les autres pour les femmes. Depuis l'aube du christianisme jusqu'à aujourd'hui, entre nous et eux circule un courant chaud, une affinité secrète, une relation étrange et singulière tissée d'interdits, d'appropriation, de réincorporation. Car un texte, signé ou pas, constitue pour les femmes un puits de secrets, un vertige, une possibilité de voir le monde autrement, voire de le vivre autrement, peut donner l'élan de tout quitter, de s'envoler vers d'autres horizons en ayant conquis par la lecture les armes de la liberté. Ce n'est sans doute pas un hasard qu'aux femmes le livre des livres, fut d'abord interdit. Il fut dans les mains du Christ, puis de tous les hommes qui l'accompagnent, puis de tous ceux qui fondent l'Église. Innombrables cohortes des hommes qui, dans les tableaux flamands ou italiens, portent le livre Tabernacle, incarnation du miracle de la continuité du croire. Du sacré donc, point de femme. Seuls les hommes ont le droit d'y toucher. Mais les peintres vont aussi se mettre à représenter ce que l'Église enseigne et qui par essence ne se voit pas. Pour orner les églises, pour répondre aux commandes des princes, des ecclésiastiques, pour nous faire croire que l'invisible existe et que ce qu'enseigne la doctrine de l'Église existe. La preuve, ils peuvent le peindre. Et c'est là que la femme surgit, qu'elle obtient l'autorisation d'exister dans le cadre. La femme s'appelle bien sûr Marie. Et lorsque l'ange vient lui annoncer la bonne nouvelle, Marie est en train de lire. Marie est dérangée, Marie est effrayée, Marie se rétracte, se replie, mais pour autant ne perd pas ses esprits, car elle couvre de sa main ce livre qu'elle est en train de lire tout en introduisant son pouce à la page où elle a été interrompue. C'est dire que le livre l'emportait ailleurs, dans un ailleurs dont elle ne veut pas perdre le fil, même si ce que lui dit l'ange crée le séisme. Je te salue, tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le livre que tient Marie est un livre d'heures, un livre rouge, un livre personnel,
Un livre qu'elle lit en silence et avec qui elle fait corps. L'ange la dérange, c'est une évidence. Avec le livre donc, objet protecteur, miroir d'elle-même, possibilité de retournement contre l'irruption du messager de la parole divine. Livre captateur, livre dévorateur, livre qui fait oublier aux femmes, même à Marie, qu'elles sont d'abord et avant tout des mères. Femmes et livre, raptus, emportement dans le monde de l'imaginaire, oubli des autres, coïncidence avec soi. Livre et femme, transmutation, incorporation de l'imaginaire, évasion, éclosion, émancipation. La Vierge lit donc. Et ce n'est pas une mince affaire de constater que les peintres vont continuer à lui attribuer comme qualité particulière celle de lire. La Vierge lit en effet dans ce tableau de Rembrandt que l'on peut admirer au Rijksmuseum d'Amsterdam et qui porte pour titre La Sainte Famille de nuit. Au fond d'une pièce qui ne semble pas être une chambre, mais où Joseph, Marie et Jésus sont contraints non d'habiter, mais de se replier, au milieu du désordre, dans cet espace hostile, non fermé, une seule chose se passe, fait sens et structure la toile. La Vierge lit. Nous la voyons lire, penchée vers le livre comme le buvant. À sa droite, posée par terre, une bougie illumine le livre, emprisonnant Marie dans un halo mordoré. Joseph dort, l'enfant aussi. Livre flamme, livre source de vie, livre lueur dans la nuit, livre pour percer les ténèbres, livre pour suspendre le temps. La lecture devient mode d'élévation et de contemplation dès lors que la femme pourra s'approprier la possibilité même de son intimité. La femme devient lectrice et plus seulement liseuse d'œuvres pieuses. La lectrice est désormais seule, sans le vacarme des autres ni les regards portés sur elle pour savoir ce qu'elle lit et comment elle lit. Elle va pouvoir lire en silence et conclure enfin avec le livre une alliance. Livre comme conquête de la liberté, livre comme apprentissage de la liberté. Seule une exception, les anges. Les blondinés joufflus aux cheveux dorés et aux formes arrondies de Rosso Fiorentino ont le droit de participer à cette pratique solitaire. En marge, certes, ce sont des détails du tableau. N'empêche, ils sont des émissaires protecteurs et sensuels de nos lectrices qui conquièrent petit à petit droit de cité dans le domaine du savoir et dans l'exercice de la pensée. C'est bien pour cela que les femmes qui lisent sont dangereuses. D'ailleurs, les femmes ne vont pas s'y tromper, qui vont empêcher, encercler, encager les femmes pour qu'elles lisent le moins possible et qu'elles ne lisent que ce qu'ils leur enjoignent de lire. Et d'abord, encore et encore, la Bible. La Bible pour les filles, le seul texte autorisé dans tous les sens du terme et utilisé à toute fin possible. On apprend à lire dans la Bible et on apprend dans la Bible des préceptes moraux pour savoir vivre. Mais les femmes ne vont pas s'y soumettre. On le voit dans la production, dans les catalogues de foires, par exemple celle de Leipzig en particulier. Le nombre d'ouvrages religieux ne cesse de décroître à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les livres dits de belle littérature, en revanche, suivent le chemin inverse. C'est ce qu'un homme d'affaires avisé à appeler la grande révolution des libraires. C'est aussi et surtout la grande révolution des femmes lectrices. Le mouvement s'opère simultanément en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Les femmes dédaignent la Bible pour l'encyclopédie.
se passionne pour les romans et éprouve une curiosité de plus en plus dévorante pour tout ce qui a trait à l'actualité, la politique, l'événementiel, l'innovation, le scientifique. Cette véritable révolution culturelle s'accompagne d'une lecture des journaux et d'une attirance de plus en plus forte pour ce qu'on nomme alors les romans du temps présent. Les femmes lisent pour comprendre, pour s'éveiller aux problèmes du monde, pour prendre conscience de leur sort, par-delà les barrières géographiques et générationnelles. Les femmes se mettent à écrire pour des femmes et se régalent de se lire entre femmes. Ainsi en témoigne la mère de Goethe, alors âgée de 75 ans, qui écrit à sa belle-fille pour la remercier de lui avoir envoyé plusieurs romans féminins. Vous ne pouvez faire œuvre meilleure et plus méritoire envers moi qui vous aime que d'avoir la bonté de m'en faire profiter dans ma pauvreté d'esprit quand vous recevez des choses aussi plaisantes. La lecture entre femmes, écrite par des femmes pour des femmes, tisse en effet un lien de solidarité qui inquiète bien des hommes. Hommes de loi, hommes d'hygiène, hommes de mœurs, hommes d'église. Tous à leur manière, ils vont s'alarmer des femmes qui lisent avant de les marginaliser, de les désigner comme différentes, atteintes de névroses diverses, affaiblies, exténuées par un excès de désirs artificiels, propres à succomber, proie à rêver d'un monde décadent, mais si vénéneux et si puissant érotiquement qu'il pourrait entraîner un brouillage d'identité sexuelle, une dévalorisation des codes moraux, une déstabilisation de la place assignée à chacun dans un monde, le propriétaire et le père, le bourgeois, l'époux. Et la femme ne peut être qu'épouse et non transpercée de désir, entachée de sexualité, même si, et justement pour cette raison, elle a fait l'amour dans la conjugalité la moins débridée. Le livre favorise la sociabilité et les échanges entre femmes. Dans les cercles et le salon, sous prétexte de lire, on refait le monde. Commence alors à s'installer la litanie masculine qui deviendra obsédante et récurrente tout au long du XIXe siècle de la femme qui lit trop. La femme qui lit, d'ailleurs, lit toujours trop. Elle est dans l'excès, dans la transe, dans le dehors de soi. Il faut donc s'en méfier, comme le fait cet homme compatissant. Je ne fais pas reproche qu'une femme cherche à affirmer sa façon d'écrire et l'art de sa conversation par des études appropriées et une lecture choisie avec décence et qu'elle tente de ne pas rester tout à fait sans connaissance scientifique. Mais elle ne doit pas faire de la littérature un métier. Elle ne doit pas s'aventurer dans les domaines de l'érudition, de temps que les jeunes filles aussi s'y mettent et que la lecture leur fait palpiter le cœur, excite leur sensibilité, les fait frémir d'effroi, bref, les rend captives, comme en témoigne le tableau de Franz Heibel, intitulé sobrement Jeune fille lisant, daté de 1850. Sa tenue est légère, son épaule dénudée, le texte est tout près de ses lèvres. On a même l'impression qu'elle tremble de lire ce qu'elle lit. Elle n'en revient pas. Elles lisent toutes. Elles lisent trop. Elles lisent de tout. L'opium de la fiction ne les transforme pas en femmes passives, mais leur permet au contraire de prendre conscience de leur personnalité et de celle des autres. Une gravure reproduite dans le livre magistral d'Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, et intitulée Le fruit défendu, montre 4 femmes dans une pièce comportant une bibliothèque vitrée. L'une de dos, montée sur un escabeau, prend des livres sur les rayonnages comme si elle les volait. Elle vérifie qu'elle peut commettre ce crime de lèse-majesté en tournant son regard vers la domestique qui, consentante, fait le guet en surveillant la porte.
Devant la bibliothèque, deux jeunes filles, la mine épanouie, lisent déjà un texte qui les ravit. Il s'agit bien de cela, le fruit défendu. Les lectrices, dès l'aube du XIXe siècle, lisent ce qu'elles veulent et subvertissent ce qu'elles lisent. Elles sont dans le livre. Livre comme absorption, incorporation, effacement de soi-même. La femme devient le livre, vit comme dans le livre. Entre elle et lui circule un flux de vie et de sens. La lecture devient intériorité, suspension de temps, repli vers l'intime. Mais le livre possède le pouvoir d'entraîner la femme vers le dehors de la cellule familiale, le dehors de l'espace intime, l'au-dehors de soi-même, le dehors qui devient l'au-delà, le méconnaissable. Le livre peut devenir plus important que la vie. Le livre enseigne aux femmes que la vraie vie n'est pas celle qu'on leur fait vivre. La vraie vie est ailleurs. Là, dans cet espace d'imaginaire entre les mots qu'elles lisent et les faits qu'ils produisent. La lectrice fait littéralement corps avec les personnages de fiction et n'accepte plus de refermer le livre sans que rien ne change dans sa vie. Le livre devient initiation. Comment ne pas penser à Emma Bovary? Comment ne pas se souvenir de cette phrase de Gustave Flaubert à Mademoiselle de Chantepie en 1857: Lisez pour vivre. Le thème du roman Amant envahit dès lors le champ social, perturbant les mentalités, ébranlant les catégories sexuelles, psychiques, politiques. Souvenons-nous des phrases que prononce Emma quand, enfin seule dans sa chambre après avoir quitté Rodolphe, elle réalise qu'elle a un amant. Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. Emma, coincée tout au long du roman entre un ici et maintenant de la nuit, du malheur, des dettes et de la honte, et un ailleurs de l'imaginaire, des désirs et des rêves, finira traquée. Cette réserve d'imaginaire est constituée par la sédimentation de la lecture de romans. Elle lut Balzac et George Sand, y cherchant des assouvissements pour ses convoitises personnelles. Emma lit des romans pour s'inventer un monde, l'immense pays des félicités et des passions. Le vide du réel se remplit par la fiction. Le roman est un support de l'imaginaire que le réel ne suffit pas à fournir. Lors du procès intenté à Flaubert pour offense à la morale publique, Ernest Pinard, qui fit le réquisitoire, ne s'y trompa pas. Ce qui l'incrimina, ce fut le genre de l'auteur, la peinture réaliste. Le fait qu'une seule personne a raison, règne, domine, c'est Emma Bovary. Et que l'art sans règle n'est plus l'art. C'est comme une femme qui quitterait tout vêtement. Emma Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Emma n'est-elle pas un homme? Une femme qui aimerait bien avoir accès à ce que font les hommes. Comme un homme, Emma porte entre deux boutons de son corsage un lorgnon d'écaille. Pour sa première promenade à cheval, elle met sur sa tête un chapeau d'homme. Quand elle tombe enceinte, elle souhaite avoir un fils. Emma devient la figure emblématique de la pathologie que crée chez les femmes le fait même de lire. Les femmes qui lisent s'exposent aux affections pulmonaires, à la chlorose, à la déviation de la colonne vertébrale et, last but not least, à l'hystérie.
car la femme qui lit est une insatiable sexuelle. Au lieu de lire, elle ferait mieux de frotter le parquet de son appartement tous les matins, de s'injecter des lotions calmantes dans le vagin, de boire des infusions de fleurs de mauve, comme le prescrit le Traité de thérapeutique et de matière médicale, recueil de traitements et médicaments publié en 1836 et réédité 9 fois jusqu'en 1877. En effet, la lecture devient une occupation quasi permanente. Les lectrices se multiplient. C'est une véritable contagion. Et l'hystérie augmente. Femmes, livres, hystérie, trio infernal. Les hystériques obsèdent de plus en plus les médecins qui écrivent des traités non pour les comprendre, mais pour tenter de les domestiquer comme des bêtes fauves en proie aux passions les plus obscènes. L'hystérique dérange, l'hystérique est dans l'excès, l'hystérique déconstruit l'ordre de la famille, mais aussi celui de la société. Généralement, seules les femmes peuvent devenir hystériques. Pour les médecins, les hommes, quand ils deviennent trop intellectuels, agités, angoissés, souffrent plutôt d'hypocondrie. Est-ce un hasard si dans le tableau de Jean-Jacques Henner, la lectrice est nue, corps à corps avec le texte, cheveux roux, fond ocre, abandon et luxuriance? La figure de la lectrice est-elle devenue une Vénus à la fourrure? Démoniaques les femmes qui lisent? Oui, certainement, et de plus en plus dangereuse, pour longtemps encore, car au fil du temps, les noces secrètes entre sexe féminin et texte masculin, texte féminin, texte féministe, ont permis la construction d'un espoir nouveau, vital, libérateur, jubilatoire. Les femmes ne s'abritent plus derrière des identités secrètes. Les femmes ne prennent plus de pseudonymes, les femmes ne se contentent plus de ressembler à des héroïnes inventées. Les femmes prennent la parole, les femmes disent je. De liseuses, elles sont devenues lectrices. De lectrices, elles sont aujourd'hui auteurs. Elles écrivent même quand elles lisent. Les femmes qui écrivent se revendiquent souvent comme des lectrices. Si elles écrivent, c'est pour continuer la chaîne du plaisir que leur a procuré le plaisir de lire. Les femmes qui lisent trouvent dans leurs textes ces sources secrètes du désir. Elles en font des chambres d'amour toutes tapissées de bibliothèques qu'elles retrouvent dans leurs rêves les plus doux. Le désir féminin de lire et d'écrire n'est pas près de s'éteindre. Pourquoi dit-on dans la langue des commerciaux du livre que les femmes demeurent des prescriptrices? Les docteurs peuvent prescrire des pilules contre la mélancolie. Les femmes, elles, savent, comme les sorcières, trouver sous le corps du texte l'essence même de leur être. C'est une rengaine bien connue. Les hommes prennent souvent les femmes belles pour des connes. Souvenez-vous du comportement de certains hommes avec notre sublime, notre adorée, celle qui, nous les femmes, nous fait encore chavirer par sa générosité, sa fragilité, sa douceur, cette beauté qui hante nos cœurs. La voix sublime qui nous fait encore défaillir quand elle chante My heart belongs to Daddy. La blonde pulpeuse, fragile et fêlée qui voulait, qui pouvait, mais qui n'a jamais eu la possibilité d'être ce qu'elle voulait, une amoureuse de texte. Marilyn, en maillot de bain dans un jardin, lit un livre. Pour le lire, elle le lit. La photographie prend acte de sa concentration et de sa ferveur. Elle lit un livre, soit qu'elle a déjà lu, soit qu'elle continue à lire. Elle en est aux 2 tiers. Le livre lui est familier. On ne lui a pas fourgué entre les mains à la dernière seconde pour jouer Marilyn Lantello. Cela se voit. La photographie date de 1952.
Le livret Ulysse de James Joyce. Comme on prend souvent les belles filles pour des idiotes et les actrices pour des moins que rien, la question a obsédé certains esprits qui ont voulu en avoir le cœur net. L'a-t-elle lu ou non? On a retrouvé Eve Arnold. Elle a raconté qu'en arrivant dans sa maison, elle a trouvé Marilyn en train de lire Ulysse. Elle lui a parlé d'Ulysse. Elle voulait le relire. C'était ardu, ça résistait. Alors, entre deux séances de pause, Marilyn est allée chercher son Ulysse pour se reposer, pour se ressourcer, pour prendre enfin pied dans la réalité, cette fiction qu'elle tentait d'embrasser. Lire nous donne du plaisir et peut nous transporter dans d'autres mondes. Cela, aucun de ceux qui ont pu perdre un jour les notions d'espace et de temps au cours d'une lecture ne saurait le contester. Pourtant, l'idée que la lecture puisse être aussi source de plaisir, ou même que son but essentiel soit le charme et l'agrément, est relativement récente. Lorsque la fièvre de la lecture commença à sévir, et que l'on vit bientôt d'abord dans la métropole parisienne et jusque dans les provinces les plus retirées. Ensuite, tout le monde, et surtout les femmes, se promenaient avec un livre dans la poche. Ce phénomène ne manqua pas d'irriter certains contemporains et fit rapidement entrer en lice partisans et critiques de tous bords. Les premiers prônaient une lecture utile qui devait canaliser la fureur de lire, comme on disait alors, pour faire passer des messages de vertu et favoriser l'éducation. Leurs adversaires conservateurs ne voyaient au contraire dans la lecture débridée qu'une preuve supplémentaire du déclin des mœurs et de l'ordre social. Jusque chez les rationalistes, il se trouva aussi des esprits pour estimer que la pratique immodérée de la lecture était un comportement nuisible à la société. Lire en silence. Si l'on s'interroge sur la cause du scandale qui enflamma avec tant de violence le clan des moralisateurs contre le phénomène de la lecture intense et excessive, il se pourrait que l'on tire quelques lumières de l'expression en secret. Car la formule en secret ne signifie pas seulement en privé, non publiquement. Elle renvoie aussi à une manière qui échappe au contrôle de la société et de la communauté immédiate, notamment celle de la famille, de la sphère domestique et de la religion. Ce qui a induit et favorisé cette dérive en établissant une relation intime et familière entre le livre et son lecteur, c'est la pratique de la lecture silencieuse. Si lire en silence est pour nous une chose qui va de soi, il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. L'émancipation de la lecture silencieuse s'est accomplie tout d'abord dans le cercle des moines copistes. Et ce n'est que plus tard qu'elle s'est propagée aux milieux universitaires et à l'entourage des aristocrates éclairés, pour ensuite s'étendre très graduellement à d'autres groupes de population grâce au progrès de l'alphabétisation. Érigé dans le monastère de l'abbaye de Fontevraud, où Aliénor d'Aquitaine s'était retirée à la fin de sa vie, son tombeau nous montre la reine décédée en 1204, gisant sur le couvercle de son sarcophage, tenant un livre ouvert entre ses mains. Lire en silence pouvait donc être le symbole des joies célestes, surtout chez une femme qui s'était distinguée de son vivant comme mécène des arts et des lettres et qui avait passé ses dernières années au couvent. Mais ce n'était aucunement le signe d'un plaisir terrestre autorisé. Aujourd'hui, nous parlerions plutôt de travail spirituel et social. La lecture
un acte anarchique. À l'opposé de la lecture savante et utile de la tradition, la nouvelle pratique de la lecture avait quelque chose d'effréné, de sauvage, tant elle était fortement vouée à accroître considérablement la faculté d'imagination des lecteurs. Ce qui était décisif n'était pas le décompte des heures ou des jours passés à lire, mais l'intensité de l'expérience émotionnelle que la lecture déclenchait. La manière dont il faut se représenter les habitudes de lecture d'une jeune et géniale dévoreuse de livres du début du XIXe siècle, on peut l'emprunter à une lettre que Bettina von Arnim, experte en correspondance fictive, s'adresse à elle-même en imaginant que c'est son ami qui lui écrit. On n'a aucune peine à se représenter concrètement les habitudes de lecture qui devaient être celles de cette jeune femme. Parmi les libertés qu'elle s'accordait, il y avait certainement celle de feuilleter un livre en tous sens, sauter des pages entières, lire des phrases à rebours, se méprendre sur leur sens, les remodeler, continuer de les filer et de les parer de toutes les associations possibles, tirer du texte des conclusions qui lui sont étrangères, s'irriter contre lui, y prendre du plaisir, l'oublier, le plagier et jeter le livre dans un coin à un moment quelconque. Depuis la première libéralisation des pratiques de lecture entre le XVIIe et le XIXe siècle, chacun est libre de décider non seulement de ce qu'il lit et de la façon dont il entend le faire, mais aussi d'en choisir le lieu. Désormais, on peut lire où l'on veut, de préférence chez soi, enfoncé dans un fauteuil, allongé sur un lit ou à même le sol, mais aussi en plein air, sur la plage ou en voyage dans le train ou le métro. Lire au lit. S'il n'y a plus de lieu véritablement privilégié pour la lecture, il subsiste tout de même encore certaines possibilités de retrait qui s'accordent bien à son usage immodéré et joyeux. L'une d'entre elles est le lit. En tant que lieu où l'on vient chercher nuit après nuit le repos, mais où l'on vient aussi aimer et mourir, où l'être humain est engendré et où il voit le jour, où il cherche un refuge quand la maladie le frappe, où il expire généralement son dernier souffle, le lit représente dans la vie humaine un endroit dont il n'est guère aisé d'imaginer un équivalent à la dimension existentielle aussi marquée. Au cours des derniers siècles, il s'est affirmé de plus en plus nettement comme le théâtre de l'intimité humaine. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, on rencontre de plus en plus de tableaux qui nous font voir la lecture au lit comme une nouvelle habitude typiquement féminine. Lorsqu'elle était encore jeune fille, Colette a dû livrer bataille à son père afin de pouvoir lire, comme elle le raconte dans un de ses romans. Non que celui-ci lui eût interdit certains livres. C'est plutôt la mère, en effet, qui exprime ses doutes en se demandant si la passion de l'amour, telle qu'elle est décrite dans les livres, a quelque chose à voir avec la vie réelle et s'il est opportun de mettre certains livres dans les mains des enfants. Le père, en revanche, s'empare de la moindre chose imprimée qui traîne alentour pour enfermer son butin dans la caverne de sa bibliothèque, où tout disparaît sans espoir de retour. Comment s'étonnerait-on dès lors que la jeune fille apprenne vite à dissimuler ses lectures à son père? Profondément enfoncée dans les coussins de son lit, Colette savoure les livres qu'elle a réussi à soustraire aux mains de son père et au regard de sa mère. Le lit est son refuge. Lire au lit, c'est tisser autour de soi un cocon de délicieuse sécurité. Durant toute son existence, elle s'efforcera de conquérir des endroits et des interstices de temps où elle pourra être seule, sans être dérangée par quiconque, seule avec un livre. Dans les dernières années de sa vie,
Colette, contrainte par la maladie, ne quitte pratiquement plus cet endroit qu'elle nomme avec tendresse son radeau lit. Lire est un acte d'isolement aimable. Si nous nous rendons inapprochables en lisant, nous le faisons du moins avec tact. Qui sait si ce n'est pas justement cela qui, depuis si longtemps, incite les peintres à représenter des êtres en train de lire? S'il est un peintre qui a réussi à représenter avec la plus grande acuité cette intimité, c'est bien Vermeer. Bon nombre des quelques 35 tableaux qu'il a peints au cours de sa brève existence nous montrent des jeunes femmes entièrement absorbées dans la tâche qu'elles sont en train d'accomplir ou qu'elles viennent d'interrompre. Il peut s'agir d'occupations ordinaires de la vie quotidienne, verser du lait par exemple, peser de l'or ou essayer un collier. Il est aussi souvent question de musique, mais le peintre n'a de cesse de revenir à deux motifs qu'il affectionne particulièrement: la lecture et l'écriture de lettres d'amour. Ainsi, dans le tableau La femme en bleu, voyons-nous une jeune femme enceinte plongée dans la lecture d'une lettre qu'elle a sans doute reçue de son époux. Derrière elle, une carte est accrochée au mur qu'on retrouve dans d'autres œuvres du peintre. Elle représente le sud-est de la Hollande, en rendant en quelque sorte tangible pour le spectateur la présence de l'absent, d'une façon qui ne saurait cependant se mesurer à l'intensité avec laquelle il est présent pour celle qui est en train de lire sa lettre. Les lèvres de la jeune femme sont entr'ouvertes, comme si elle se lisait à elle-même tout bas le contenu de la lettre, signe de l'extrême émotion qui la saisit, mais aussi peut-être de sa difficulté à déchiffrer l'écriture. La lectrice du tableau de Vermeer, dont les petites dimensions n'ont d'égal que l'extraordinaire minutie d'exécution, est à l'abri d'une aura d'intimité qui la protège comme une enveloppe et qui irradie l'œuvre dans son entier. 4 siècles plus tard, il semble qu'il ne soit pratiquement rien resté de cette formule. En 1931, le peintre américain Edward Hopper réalise Chambre d'hôtel, un tableau de grande dimension. Une femme en sous-vêtements est assise sur un lit d'hôtel. Elle a posé avec soin la robe dont elle s'est dévêtue sur le dossier d'un fauteuil vert placé derrière le lit. Elle n'a pas encore déballé son sac de voyage ni sa valise. Les traits de son visage sont plongés dans l'ombre. Elle lit une sorte de dépliant, probablement un plan de ville ou une carte routière. Elle semble indécise, presque désemparée, livrée sans secours à elle-même. La mélancolie des gares et des chambres d'hôtel anonymes plane sur cette scène figée, l'atmosphère des voyages sans destination. La lectrice de Hopper est aussi profondément plongée dans ses pensées que la femme en bleu que nous avons vue en train de lire une lettre chez Vermeer. Ici, pourtant, cette méditation n'est habitée par aucune autre existence. Elle n'est que l'expression du malaise de la civilisation moderne, de l'aura de l'intimité. Il ne reste plus que l'instantané d'une vie sans expression ni lieu. Les femmes que Hopper nous montre en train de lire ne sont pas dangereuses, mais en danger, non pas du fait de leur imagination débordante, mais à cause de la dépression qui les guette. Mais il existe aussi des témoignages confirmant qu'on peut envisager la nouvelle situation autrement, avec optimisme et confiance, plutôt que de déplorer la disparition d'une intériorité sans doute irrémédiablement perdue. En 1924, un an avant sa mort,
Félix Vallotton, né à Lausanne et qui a principalement travaillé à Paris, a peint un nu auquel il a donné le titre La lecture abandonnée. Dans cette œuvre, on ne perçoit plus rien de l'atmosphère sensuelle qui avait enveloppé dans les siècles précédents la figuration de femmes dévêtues en train de lire dans leur lit. Ce que Vallotton s'emploie à capter ici, c'est le moment d'après la lecture. Le livre écarté, encore tendrement caressé par la main, invite le spectateur à se détourner de la nudité du modèle pour s'attacher à son regard. Sous ce regard, toutes les rêveries se dissipent, que ce soit celles qui s'associent à la chose lue ou celles que pourrait faire naître la chose peinte, qu'elle se rapporte à la relation d'intimité entre le livre et le lecteur, ou à celle qui unit le tableau et le spectateur. À toi de jouer, nous dit le regard. Tu as le choix.